Coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui est un bilan lecture. Je suis toujours un peu malade, je m'excuse par avance parce que je pense que je vais pas mal tousser parce que je suis rentrée dans une phase tout... Voilà, a priori c'est la grippe, hein. Donc désolé par avance si je tousse. Vous avez l'habitude, hein, quand c'est pas ça, c'est le nez pris, mouchage, tout ça. Bon, écoutez, voilà, hein, c'est comme ça. Du coup, on va attaquer. Alors, il y a 10 livres plus un abandon. Comme d'hab, je vais commencer par l'abandon et par les moins bonnes lectures. Pour finir par les meilleures lectures. Alors, il n'y a pas de coup de cœur, mais encore que. Il y a d'excellentes lectures. Voilà. Il y a d'excellentes lectures. Et il y en a des moins bonnes. Voilà. Sur ce, allez, on est parti avec donc l'abandon. L'abandon qui a été extrêmement rapide. Je dois vous avouer. Et c'est con parce que j'avais 13 ans. Putain, en fait, je suis en train de me dire, je sais pas de mouchoir, mais limite, il faudrait que je me bouche. Bon, tant pis. Ça ira. Ouais, ça a été extrêmement rapide et pourtant c'était un livre que je voulais trop lire. Je suis un peu dégoûtée. Et en même temps, je savais que il y avait un risque parce que j'ai vu les avis quand même un petit peu sur ce livre. Donc c'est La maison aux 1000 étages de Ian Weiss. Qui donc est un livre un peu particulier où en fait on suit un homme qui se réveille, je crois, hein, c'est ça, dans une maison un peu chelou, voilà, qui va devoir explorer comme ça. C'est un truc un peu dystopique, sauf que en fait dès le début j'ai eu trop de mal avec la narration. Non, c'était vraiment trop bizarre en fait. Je suis désolée, je vais pas pouvoir vraiment vous en parler. Bon, déjà, j'ai pas lu grand chose, j'ai dû lire un chapitre. Je me suis dit, je vais au bout du premier chapitre. Et le truc, c'est que je me rappelle plus trop. Et je me rappelle juste que la narration m'avait pas plu du tout. Vraiment, la façon dont c'était. Après, c'est un livre qui a 100 ans, hein. C'est un livre qui a 100 ans, il a été écrit en 1929 les gars, hein, donc forcément, la narration était très vieillotte, très très vieillotte, mais ouais, j'ai su de suite que ça allait pas le faire quoi. Et du coup, je suis allée un peu voir aussi les avis et tout. Et bon, je vois. Alors, en plus, genre, le premier avis que je lis, c'est le début du livre était prometteur. Moi, j'étais là, oh putain, ah ouais, ah donc, ok, donc la personne a aimé le début du livre et a pas aimé ensuite. Moi, j'ai déjà pas aimé le début. Donc bon, on était mal quoi. Déjà c'était. Si le début était bien, je me dis bon, allez, c'est pas grave. Écoutez, on va passer à autre chose. C'est pas pour moi. Écoutez, c'est pas pour moi. Ça arrive. Voilà, je pense que c'est un livre trop conceptuel, trop. Qui touche un public particulier qui n'est pas moi. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu l'énigme de Thornglass de Gareth Rubin, que j'ai pas trop aimé, je dois vous dire. Bon, en fait, alors celui-là aussi c'était un livre avec une narration particulière puisque c'est un livre tête bêche qui se lit à l'endroit à l'envers. En fait, il y a une histoire dans un sens et une autre histoire dans l'autre. Les deux histoires sont liées et effectivement peuvent se lire dans n'importe quel ordre. En vérité, même si je pense que c'est quand même mieux de lire dans l'ordre chronologique. Mais je pense que ça peut se lire, a priori, voilà, ça peut se lire dans le sens inverse. Dans la première histoire, on est en 1881 en Angleterre où on suit Simon qui est un médecin
qui se rend au chevet de son oncle Oliver, qui est gravement malade. Il est persuadé d'avoir été empoisonné. Simon, il n'a pas l'impression que ce soit ça, mais bon, il cherche à comprendre. Et il va découvrir en allant chez Oliver que y a la belle-sœur d'Oliver, donc la femme de son frère, qui vit là et qui est confinée, je vais dire ça comme ça, voire enfermée, parce que en fait elle aurait tué son mari, donc le frère d'Oliver, et dans un état de folie a priori, et plutôt que de l'envoyer à l'asile, Oliver a préféré la garder là. Bref. Et donc Simon va aller un peu de découverte en découverte. Et dans l'autre histoire, on est cette fois en Californie en 1939, où on suit Ken, qui est un jeune acteur qui a un ami qui s'appelle Oliver, comme de par hasard, qui est un écrivain, et un jour il va le retrouver mort, a priori suicidé, mais il va trouver ça bizarre, et bon, va s'en suivre d'autres événements, on va dire, hein, voilà. Et notamment on va parler de sa mère qui s'appelle Florence, et qui a été internée aussi dans un asile. Bon, voilà, on commence à comprendre un peu potentiellement, même si c'est pas forcément pas la même Florence, puisque rappelle qu'on était en 1881, mais du coup il y a un autre Oliver, une autre Florence. On se dit bon, qu'est-ce qu'il y a il y a forcément un lien quelque part, surtout qu'il y a une histoire d'asile aussi. Et voilà, bon, franchement, moi je me suis fait chier. Voilà, c'est vraiment le gros souci du roman, c'est que on se fait chier. Enfin, moi en tout cas, vraiment, je me suis ennuyée. J'ai trouvé que ça manquait énormément de rythme. Y a pas, c'est pas Page Turner, quoi. C'est pas du tout Page Turner. Alors que bon, on attend quand même d'un truc comme ça, soit que ce soit Page Turner, soit qu'il y ait au moins un minimum de suspense qui découle sur ensuite un dénouement assez ouf, enfin voilà, un bon polar à énigme, quoi, je sais pas. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Je trouve qu'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de suspense, on s'attache pas du tout aux personnages. Vraiment, je me suis pas du tout j'ai pas du tout été en empathie avec les personnages. Bref, voilà, je me suis ennuyée. Clairement, je me suis vraiment ennuyée. C'est dommage. Ouais, quand j'y pense, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé. Il y a rien qui m'attache à ce livre, en fait. Il y a pas voilà, je trouve pas quelque chose qui me fait dire ah bah ça valait le coup, ou que je puisse vous le recommander. C'est un gros bof. En fait, finalement, ce livre il tient que sur son originalité de ces deux histoires liées. Et franchement, en plus, le lien, je l'ai pas trouvé ouf, honnêtement. C'est pas très original, c'est pas. En fait, on dirait que l'auteur a imaginé ce lien de façon à ce que effectivement les deux histoires puissent se lire dans un sens aléatoire, quoi. Mais bon, franchement, faut arrêter de faire des concepts qui surpassent les histoires, en fait. Une histoire ne doit pas tenir sur un concept. Faut développer quelque chose qui prenne le lecteur derrière, parce que sinon ça sert à rien. Pardon, j'avale de travers en plus. Si déjà je tousse et qu'en plus j'avale de travers, ça va pas le faire. Excusez-moi. Ah là là. Donc voilà. C'est comme oui, je pensais, ça me fait penser aussi à un livre concept comme ça, c'était les 7 mensonges de je sais pas quoi là.
où c'était Sonatine, là où il y avait un livre original avec des onglets et tout ça par rapport aux mensonges, voilà, donc pareil, un livre concept, mais au final l'histoire elle cassait pas du tout des briques, donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu un autre, décidément, j'ai lu quelques livres concept, après ça faisait partie des thématiques de Dégomme ta palle pour septembre, donc c'est peut-être aussi pour ça, mais voilà. J'ai lu un autre livre concept qui est donc Dungeon. Il faut croire que ça n'a pas marché parce qu'ils sont tout en bas les livres concept. Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman. C'est un nouveau concept de livre jeu de rôle en fait. Alors c'est pas du tout un livre dont vous êtes le héros, hein. C'est un livre où le personnage se retrouve dans un jeu de rôle grandeur nature, quoi, globalement, hein, où t'as tous les clichés du jeu de rôle dedans, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de lancer de dés, mais bon. Mais voilà. C'est plus un jeu, comme dans un jeu vidéo RPG que comme dans un jeu de rôle sur plateau, en fait. Mais en gros, voilà, l'histoire, c'est que on suit Carl, qui, en fait, la Terre est envahie par des extraterrestres, un truc comme ça, et donc t'as des humains, alors la plupart des humains sont tués, et t'en as qui sont capturés pour participer à une émission de télé, hein, c'est ça, une émission de télé-réalité, en fait, pour les extraterrestres, quoi, et donc ils se retrouvent à devoir affronter des épreuves et tout ça, et donc les épreuves, bon, c'est comme dans un RPG, un jeu vidéo RPG, quoi, voilà, hein, tout simplement. Tu dois affronter des mobs, gagner des niveaux, tu gagnes à chaque fois de l'équipement, des pouvoirs, des trucs comme ça, quoi, et tu gagnes en expérience, etc. Et donc Carl va se retrouver là-dedans avec son chat, qui est une chatte d'ailleurs, qui va acquérir le pouvoir de parler et qui va se révéler être une princesse. Voilà, c'est Princesse Donut. Son nom de chatte, c'est Donut. Et bon, c'est globalement, c'est vraiment la chose que j'aurais aimé dans ce livre, c'est le chat. Voilà, c'est Princesse Donut, clairement, parce que c'est rigolo. Voilà, évidemment, moi, s'il y a un chat, ça me plaît, hein. Maintenant, passer la surprise de ça, où effectivement, au début, c'est un peu rigolo, tout ça. Après, c'est vite redondant. Bon, voilà, ils tuent des mobs, ils affrontent des épreuves, machin. Alors, de temps en temps, ils sont invités à des shows TV parce qu'ils sont un peu des stars, tout ça. Voilà, t'as quelques trucs un peu rigolos, bon. Mais après, voilà. C'est pas... En fait, encore une fois, le livre tient sur son concept uniquement. Je trouve que, pareil, ça manque de rythme. Ça manque de rythme et de suspense. Alors, là, on s'attache un peu aux personnages. Bah, surtout, Princesse Donut, ouais, j'ai trouvé cool. Il y a 2-3 personnages qui sont un peu rigolos et tout. Et effectivement, c'est vrai qu'à la fin du tome 1, j'avais un peu envie de lire la suite. Parce que j'avais envie un peu de retrouver les personnages. Mais maintenant, à froid, à chaud, j'avais envie de lire la suite. À froid, je me dis, ouais, bon, en fait, pas tant que ça, au final. Pas tant que ça. Je suis pas si... j'ai pas spécialement une impatience ou une envie de connaître la suite de leur sort, en fait. C'est con, mais en plus je crois qu'il y a 3 tomes, et puis ça se trouve il y en aura d'autres, je sais pas, mais bon, déjà que un tome je trouvais ça long, je me dis mais qu'est-ce que l'auteur a pu trouver pour rendre le truc plus attractif dans les autres tomes, parce que là franchement c'est trop long et redondant, très très redondant, franchement, voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, du coup, je pense pas que je lirai la suite, honnêtement.
Ensuite, j'ai lu Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado, qui est un auteur transgenre né en Espagne, mais je crois qu'il écrit en français. Alors, je pense qu'il habite en France, mais lorsqu'il vit en France maintenant, mais dans le livre, en fait, le livre est une succession d'articles qu'il écrit. Voilà, c'est des articles, et en fait, il met toujours le lieu à la fin, et enfin la date et le lieu c'est jamais en France. C'est rarement en Espagne aussi, en fait, il bouge pas mal, enfin il y a pas mal d'articles qui sont écrits quand il est en Grèce, notamment. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est une succession d'articles qu'il écrit pour donner un peu son avis sur la société du moment, sur la société en général, sur l'actualité, sur les thématiques LGBT+, etc. Ça commence en 2012. Ouais, 2012 ou 2013. Ouais, je crois que c'est 2013 parce que c'est au moment de l'instauration du mariage pour tous en France. Donc il parle notamment de la manif pour tous et tout. Et ça finit en 2018. D'ailleurs, je pensais qu'il parlerait de MeToo, mais pas trop. Voire pas du tout d'ailleurs, je sais plus, mais... Enfin voilà, et donc on suit un petit peu comme ça ces réactions. Voilà. C'était intéressant. C'était intéressant sur pas mal de points. Notamment sur son statut, sur sa transition, ça je pense que c'était le plus intéressant, sur voilà comment il est devenu Paul, et comment ça a été plus ou moins accepté autour de lui. Je pense que l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est quand il va en Ukraine, je crois que c'est ça, il me semble que c'est en Ukraine, en tout cas c'est un pays de l'Est, et que à la douane, en fait, quand il tend son passeport est il n'est pas encore officiellement transitionné, en fait, et donc mais il a transitionné physiquement, et son passeport, donc sur son passeport, c'est sa photo d'avant sa transition, donc avec un passing féminin et avec un nom féminin. Et du coup, le mec, le douanier, le regarde en mode, mais du tout de ma gueule, c'est il dit, but you're a woman, you're not a woman, non, you're a man, you're not a woman. Voilà quoi, il voit un mec devant lui et il voit un passeport de meuf, quoi, il comprend pas. Et donc il est obligé, du coup, Paul lui est obligé de lui dire, alors que et évidemment, pour lui, c'est un homme, mais il est obligé de lui dire si, je suis bien une femme. Il lui dit comme ça, quoi. Obligé, parce que sinon... Et donc, du coup, le douanier appelle une douanière, en l'occurrence, pour venir fouiller Paul, quoi. Et c'est horrible, parce que, du coup, elle regarde ce qu'il a entre les jambes, quoi. Bah, elle le touche. Ce qui est absolument scandaleux en réalité, hein. C'est absolument scandaleux. Mais il n'y a que comme ça qu'il a pu prouver qu'il était... pas qu'il était une femme du coup, mais bon, qui correspondait à son passeport. Et je pense qu'il y a énormément de personnes transgenres qui subissent ça, et c'est absolument dégueulasse en réalité, hein, voilà. Mais bon. C'est d'où le fait qu'il faille abolir le genre sur les papiers d'identité. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre que la personne soit un homme ou une femme ? Ça ne change rien à la potentialité, encore que on sait que les hommes sont plus potentiellement responsables d'attentats ou quoi, mais bon, en tout cas, c'est pas ça l'intérêt du truc, quoi. Donc à un moment donné, bon bref, enfin voilà, c'était je pense l'anecdote qui m'a le plus marqué. Donc voilà, il y avait des trucs intéressants. Après il y a quand il parle, alors, franchement, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient pas du tout, par contre. Il y avait plein de trucs un peu philosophiques, un peu géopolitiques. Je trouve que quand il parle de géopolitique, c'était pas... Pourtant, je m'intéresse un peu à la géopolitique, mais là, j'ai pas trouvé ça très intéressant.
Enfin voilà, du coup c'était un peu en dents de scie. C'était un peu en dents de scie et voilà, j'en ressors un petit peu mitigée. Enfin, je suis contente de l'avoir lu. C'était intéressant, mais ça n'a pas changé ma life. Ouais, moi aussi, Silou. Moi aussi, j'aimerais. Alors là, pour le coup, c'est sur l'intersexuation. Ce qui est d'autant plus intéressant qu'il y a très très peu de livres sur ce sujet-là, sur le sujet de l'intersexuation. Alors que c'est comme la transidentité aussi, mais c'est un vrai sujet. Et oui, clairement, oui. Il faudrait que je le lise. C'est clair. Parce que je suis pas du tout renseignée sur le sujet. Enfin, un petit peu, mais pas suffisamment, on va dire. Mais oui, les personnes intersexes, c'est très compliqué aussi. Hein. C'est très compliqué. Entre celles qui sont... entre les personnes qui sont mutilées à la naissance et qui, du coup, en plus, on leur impose pas forcément le genre qui leur correspond. Hein. Et les personnes qui gardent leurs attributs et leur passing moitié féminin, moitié masculin et tout, et qui du coup passent pour des freaks de temps en temps dans la société. Tout ça parce que la société est totalement binarisée, hein, clairement. C'est soit t'es un homme, soit t'es une femme. Tu peux pas être les deux, tu peux pas être ni l'un ni l'autre, tu peux pas être entre les deux, non. Du coup, c'est extrêmement compliqué pour ces personnes. Donc, ouais. Ah ben, carrément, Silou, avec plaisir. Avec plaisir, je dois l'avoir en e-book. Quand tu veux. Tu me dis, écoute, voilà, j'ai pas d'obligation particulière. Donc voilà, au moins, ça me motivera peut-être pour reprendre ma liseuse aussi. Mais ouais, cool, carrément. C'est gentil de proposer. Donc voilà pour celui-ci, en tout cas. Ensuite, alors rien à voir. Putain, j'ai mis ça au-dessus, hein, quand même. Pardon, hein, mais il faut reconnaître, désolé, que j'ai passé un meilleur moment avec Meurtre et Chaussons aux pommes qu'avec Un appartement sur Uranus. Alors, tous les tomes ne m'auraient pas fait ça, si voilà, mais c'était un bon tome. C'était un bon tome. ma saga Hate Love, clairement. Hate/Love, c'est vraiment cette saga, c'est vraiment ça. Ouais, en fait, donc c'est le tome 12. Putain. Quand j'aurai dépassé les... Quoique j'ai pas encore lu le 15e tome de Game of Thrones, mais du coup j'en ai 14. Quand j'aurai dépassé les 14 tomes de Game of Thrones, ce sera la saga la plus longue que j'aurai lue, je crois. C'est ouf. Bref. Donc, ouais. Là, je viens de dépasser, du coup, la saga de Camilla Lackberg, hein, qui compte 11 tomes. Voilà, ça y est, c'est fait. Et je crois pas que j'en ai lu d'autres aussi longues, il me semble pas. Quand j'y réfléchis, non, je ne pense pas. Donc ouais. Bon, écoutez, je vais pas vous dire le synopsis, mais voilà, comme d'habitude, alors vite fait, hein, dans cette saga, on suit Anna Swensen, qui est une jeune femme, je crois qu'elle est trentenaire de mémoire, hein, qui vit dans un... Alors, ils sont où dans le Minnesota, ouais, c'est ça, c'est pas marqué, mais ça me revient d'un coup. Et ils sont dans une petite, vraiment une petite bourgade du Minnesota, vraiment dans l'Amérique profonde, à Lake Eden. Et en fait, Anna Swensen, elle a la fâcheuse tendance à tomber sur des cadavres. Écoutez, voilà. Chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt et à chaque fois, c'est Anna qui découvre le cadavre. Hein. C'est le running gag du truc et personne ne la soupçonne jamais. Bizarrement.
Bon voilà, et du coup bon c'est du cosy mystery, hein, voilà, après c'est Anna qui résout l'enquête, bien sûr. Et malgré le fait qu'il y ait des flics, hein, quand même, notamment un qui est amoureux d'elle et un autre qui est le mari de sa sœur, qui est le shérif, mais bon, ils sont pas assez. Non, bah après, j'ai envie de dire, bon voilà, ça accable en même temps. Écoutez, ça montre juste que les flics sont compétents une fois de plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est une meuf de 30 balais qui résout les crimes à chaque fois. Bon, en plus, qui plus est, c'est une pâtissière. Oui. Si ça s'appelle comme ça, c'est parce qu'elle fait des pâtisseries et qu'il y a des recettes. Alors que moi, je suis absolument nulle en cuisine et a fortiori en pâtisserie. Donc honnêtement, j'en ai rien à carrer des recettes. Et de toute façon, j'ai même pas de four. À chaque fois que j'entends le début des recettes, oui, je dis j'entends parce que je les écoute en audio. Donc préchauffer le four à 180 degrés, plaque de cuisson à hauteur médiane. Moi, je suis là, oui, allez, chapitre suivant. Voilà. Mais bon, en dehors de ça, c'est un peu rigolo, donc voilà. Et là, dans cette histoire, il y a un homme qui... Oui, parce que faut savoir que à chaque fois, les gens qui sont tués dans cette bourgade, c'est jamais les habitants, c'est toujours des gens qui viennent en visite. Voilà, sinon il resterait plus personne. Au bout d'un moment, ils sont tellement pas nombreux que si c'était les habitants à l'année qui crevaient, il y aurait plus personne dans la ville. Donc à un moment, il faut bien que la ville vive. Donc du coup, c'est que les gens de passage qui meurent. Voilà, précisons-le. Et donc là, c'est un ancien amoureux de Anna, en fait, qui est... Alors oui, précisons aussi, mais ça c'est dans tous les cosy mystery confondus, hein. Les personnes qui meurent, c'est jamais des bonnes personnes. Enfin, rarement. C'est rarement des bonnes personnes. Parce que le but, c'est quand même d'être un truc cosy, et c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, et c'est pas machin... Donc on bute des gens qui sont OSEF random, quoi. On s'en fout, ils sont cons de toute façon. Mais l'intérêt, c'est de d'élucider le meurtre. Voilà, il n'y a pas de... Donc là, c'est un mec qui est trop un séducteur et tout. Et forcément, comme c'est un séducteur, il a beaucoup d'ennemis aussi. Et donc forcément, il va se faire buter. Et Anna... qui l'aime pas du tout, hein, non plus, parce qu'elle a été amoureuse de lui, mais qu'elle s'est rendue compte que c'était un connard, et ben du coup elle va enquêter, et voilà. Mais c'était un tome sympathique, parce que il n'y a pas eu trop de blabla digressif, machin, il n'y a pas eu trop de niaiseries, parce qu'il y a un triangle amoureux dedans, hein, Anna, elle a 2 soupirants. Il n'y a pas eu trop non plus de trucs très puritains ou problématiques. Donc c'est un tome ok tiers, plutôt bien tiers, je sais pas comment on peut dire, mais pas mal. C'était un bon tome. Enfin, c'était un tome où au moins... t'étais dans le truc de l'enquête et il y avait quand même des petits suspens, c'était pas mal. Voilà. Honnêtement, j'ai pris plaisir à l'écouter celui-là. Alors c'est peut-être parce que j'étais malade quand je l'écoutais et que du coup je me le suis un peu enquillée dans ma maladie et que ça m'a fait du bien parce que c'était un peu doudou, on va dire. Et je l'ai bouffé. Et du coup, quand j'ai fini, j'étais triste. J'étais ah merde, déjà fini, oh non. Et du coup, je savais pas quoi enquiller derrière parce que je sais pas, il y avait rien qui me... J'avais envie de lire la suite. Et je me suis dit non, mais voilà. Donc je pense que je l'ai vraiment lu à un bon moment pour le coup, celui-ci. Ensuite, j'ai lu Ne réveille pas les enfants de Ariane Chemin. Bah d'ailleurs, je crois que c'est lui que j'ai enquillé derrière. Oh putain, c'était pas le même délire pour le coup. Je sais pas comment j'ai pu enquiller les deux quand j'y pense. Je me suis fait, en fait, sur le moment, je sais mais jamais je vais lire ça. Et puis je sais pas pourquoi. Après, d'un coup, ça m'a pété. Je me suis dit, oh bah vas-y, allez. Bon, c'est vrai, il était court, hein, en vrai. Il était très court, mais ouais, sacré écart, c'est clair. Mais en fait, ça l'a fait, hein, finalement.
Mais c'était... Oui, c'était dur comme récit, on n'était pas du tout dans le même délire. Donc dans cette histoire, on est en 2022, où en fait, il y a une famille, c'est une famille française, mais ça se passe en Suisse, on est à Montreux. C'est une famille qui va se jeter de son balcon du 7e étage, en fait, suicide collectif. Visiblement, en tout cas, c'est ce que concluent les enquêteurs. Ah oui, tu l'avais lu, t'avais aimé Elsa ? C'est ce que concluent les enquêteurs, et au final, le dossier va être rapidement clos, parce que... Ah oui, tu te souviens de l'histoire, du coup ? Tu sais que moi, je n'en avais pas entendu parler, hein. Ça me disait rien du tout, cette histoire. Et du coup, ben voilà, c'est... l'écrivaine va revenir sur cette histoire qui en fait est liée à un attentat en fait qui avait eu lieu en 62, je crois que c'est ça, hein, 1962. Un attentat lié donc à la guerre d'Algérie en fait. C'est un écrivain, Mouloud Feraoun, qui avait été assassiné par l'OAS donc à la fin de la guerre d'Algérie. Et donc du coup on va se replonger dans la guerre d'Algérie. C'est pour ça que je dis c'est pas super joyeux, hein. Et donc c'est un livre, mine de rien, qui derrière un fait divers entre guillemets, hein, est un livre très politique, alors géopolitique d'ailleurs. Ah bah oui, du coup oui. Oui, c'est logique, Karine, c'est sûr. Mais ouais, et c'était vraiment super intéressant parce que bah, y avait évidemment pas mal de choses que je ne connaissais pas, et le lien entre les deux affaires est intéressant. Voilà, c'était pas... ouais, clairement pas joyeux. En plus, moi, je l'écoutais en audio. C'était pas joyeux à écouter, honnêtement. En plus, c'est moi, j'écoute les livres audio en faisant la vaisselle et tout. Je suis là, oui. Ou chez le kiné. Non, là, du coup, je n'étais pas chez le kiné, mais quand j'ai écouté celui-là. Mais la vaisselle et tout, ouais. Bref, voilà. Mais c'était ouais, j'en dis pas plus parce qu'il est très très court, donc à partir de ce moment-là, bon, je pas raconter tout le livre, hein, oui, c'est bien en 62, je me suis pas trompée. Mais voilà. C'était un pan d'histoire, et vous savez que je me rappelais même pas que ça parlait de la guerre d'Algérie, en fait. J'ai lu ça en mode, pareil, random, comme ça, au hasard. Comme quoi ça valait le coup. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, mais c'était très court et c'était pas très joyeux. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai lu Strange Houses. Là on arrive vraiment dans les lectures que j'ai beaucoup aimées, de Uketsu, qui est son premier livre en fait, hein, même si c'est le deuxième qui est édité en France, ils ont fait dans le sens inverse. Et dans cette histoire, on va suivre en fait un auteur. Oui, c'est ça, c'est un auteur en fait. Bon, après sa profession on s'en fout un petit peu. Le fait est que il s'intéresse pas mal à l'occulte et tout, et il y a un ami à lui qui va acheter une maison, enfin qui veut acheter une maison à Tokyo, et qui s'est procuré le plan de la maison et qui trouve qu'il y a des trucs bizarres sur le plan de la maison, et qui va lui demander son avis. Comment il s'appelle déjà le héros, putain? Pourquoi il n'y a pas son nom? Oui, parce que j'ai évidemment, comme d'habitude, moi j'ai oublié les prénoms. Jamais mettre les prénoms. Il faut croire. En même temps, est-ce qu'on le sait son prénom? Ça se trouve, on le sait pas parce qu'il dit je. Il dit je, donc tant bien, on sait pas son prénom. Bon, on va dire le narrateur, hein. On va l'appeler le narrateur.
Et donc ce narrateur fait appel à un ami à lui. Alors lui a son nom... Merde, je l'ai vu tout à l'heure. C'est qui il est. Ah, bon, c'est pas grave. Il fait appel à un ami architecte. Bon, on va l'appeler... Ah, c'est Kurihara. Voilà, Kurihara. Voilà, il fait appel à un ami architecte en disant ouais, tiens, regarde ce plan quand même, il y a des trucs chelous sur le plan. Moi, je me rappelle au début, j'étais vachement... j'étais un peu... Ah, tu lis Strange Pictures, il est trop bien Strange Pictures. Strange Pictures, c'est quand même vachement au-dessus de celui-là. Mais moi, je me rappelle au début, j'étais très très enjaillée par le livre, j'étais en mode ouais et tout, des trucs bizarres sur les plans et tout, mais limite ça me faisait flipper en fait. Je dis c'est vrai et tout, c'est trop chelou et tout ça, machin. C'est trop bien parce qu'en fait sur le livre à chaque fois t'as les plans et puis t'as les détails et tout ça, machin, et tu dis ah ouais c'est vrai, il y a des trucs et tout. Enfin bon bref, et du coup tu sais, tu essayes de te dire putain qu'est-ce que ça peut être et tout ça, machin. Ben en fait, là où j'ai eu une grosse déception, mais ça n'empêche pas que ça a été une excellente lecture, mais ça a été un moment où je suis retombée comme ça, j'étais là, mais quoi? C'est que, en fait, l'ami architecte en question, donc il étudie les plans et tout ça, machin, et en fait, très très vite, il commence à élaborer une théorie. Et il dit, bah voilà, je vais pas vous dire la théorie évidemment, bah voilà, moi je pense que c'est parce que donc les gens ont construit cette maison parce que ça. Et moi je suis là mais no way en fait, dude, à quelle heure d'où personne n'imagine ça en fait. Personne n'a le cerveau assez tordu pour construire une maison comme ça pour ce truc là en fait. Alors plot twist, il a raison. Je vous le dis sans spoil parce que en vrai on l'apprend très très vite, mais fort heureusement le livre pose là-dessus, mais c'est pas ça qui fait le suspense du livre, heureusement. Mais ce qui m'a déçu, c'est que d'où il sort son truc, comment, enfin c'est nul, enfin je veux dire pardon, vraiment c'est le gros défaut du livre, c'est ça, c'est que d'où tu fais une théorie complètement farfelue comme ça et comme par hasard c'est la bonne. Non, en fait, un minimum d'enquête, un minimum, je sais pas, pour arriver à cette conclusion qui est fortement, hautement improbable. Moi je te la mets. T'es architecte, mec, t'es pas écrivain de thriller ou de... Enfin, je sais pas, en plus d'ailleurs c'est le narrateur, l'écrivain, c'est pas lui qui fait cette hypothèse, c'est l'architecte. Tu te dis, mais quel rapport? Enfin bon, bref, peu importe. Le fait est que, comme par hasard, il a raison. Bon, après c'est pas grave parce que heureusement, il y a un autre suspense derrière. Le suspense, c'est de savoir, bon, pourquoi cette hypothèse s'avère vraie. Et, enfin, s'avère vrai, c'est un pléonasme, s'avère tout court. Et surtout, d'où ça vient, quel est le lore derrière tout ça, parce qu'il va y avoir quand même tout un... En fait, si le livre s'appelle Strange Houses au pluriel, c'est qu'il va y avoir plusieurs maisons qui sont bizarres, mais qui ont tout un lien entre elles, en fait. Voilà. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Et franchement, j'ai adoré le concept. En vrai, j'ai adoré le concept. Malgré ma forte déception du début, parce que je trouve ça super original de faire une enquête autour de plans de maison. Je trouve ça trop bien. Moi, j'adore ça, j'adore ce genre de truc. Dans Strange Pictures, c'était autour des dessins d'enfants. Pas que d'enfants d'ailleurs, mais autour des dessins d'une façon générale. Là, c'est autour des plans de maison. Bah, je trouve ça trop bien. J'adore ce genre d'analyse, de détails et tout. Juste, ça m'a énervé que le gars, il fasse une proposition comme ça, une propale, en mode « Oh bah tiens, il s'est passé ça. » Toi, t'es là, mais never, dans aucun monde, c'est arrivé ce que tu racontes. Et comme par hasard, c'est ça. T'es là, mais non, jamais. Jamais. c'est non. Vraiment, c'est pas possible. Arrêtez. Non, Uketsu, excuse-moi.
je veux bien que tu veuilles trouver un truc horrible, tout ça, machin, mais à la limite, que ce soit vraiment arrivé, je veux bien, mais tu ne peux pas... Enfin... Quand on dit que la réalité dépasse la fiction, c'est que la réalité n'est pas imaginable en réalité, justement. Voilà, tu peux pas imaginer des scénarios comme ça tout seul. Non, c'est un non. Voilà. Bref, bon, mais sinon c'était bien quand même. Non, franchement, j'ai aimé. Après, je l'ai bouffé, je l'ai lu trop vite. J'étais dégoûtée de le lire aussi vite, en vrai, c'était trop bien. Je veux encore des livres d'Uketsu. Uketsu, pour nous encore des machins comme ça, c'est trop bien comme concept, c'est cool. Bon, après, je pense que ça peut vite s'essouffler aussi, mais au moins, c'est... Voilà, bon, ça change. On va dire que ça change un petit peu des romans coraux qui se passent dans des boulangeries et des papeteries. Voilà. Bref, mais là aussi, ça pourrait devenir aussi un running gag, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà pour Strange Houses, qui était quand même très cool. Ensuite, pardon, j'ai lu mon premier Joyce Maynard, que j'ai beaucoup aimé, de Si bons amis. Je l'ai lu parce que c'était pas un pavé. La meuf. Non, dans cette histoire, donc, on va suivre Hélène, qui est une femme... À quel âge? Oui, c'est une quadragénaire. Une femme de 40 ans, qui vient de perdre la garde de son fils. Enfin, qui vient... Ouais, ça date de 3 ans avant, je crois, un truc comme ça. Pour une raison qui va être dite dans le livre, hein. Mais voilà, elle est seule, elle est pas bien, et un jour elle va rencontrer un couple qui s'appelle Ava et Swift. Ils sont assez friqués, c'est des philanthropes, ils font des trucs caritatifs, notamment ils s'occupent d'un refuge pour chiens. Voilà, ils sont parfaits au premier abord. Alors Ava, elle est handicapée, elle est en fauteuil roulant. C'est une femme, mais c'est quand même une femme très solaire, lumineuse, très belle, etc. Et Swift, lui il est pas très beau. C'est intéressant d'ailleurs de préciser, parce que pourquoi pas, bon bref. Mais c'est un homme qui est très très sociable, très très rigolo, bon vivant, tout ça. Bref, ils sont très agréables. Et en fait, ils vont décider de prendre Hélène sous leur aile parce qu'elle est au bout du Rolls, hein, clairement, elle est en dépression, et en plus elle est aux alcooliques anonymes. Elle enquille les petits boulots, bref, voilà. Et du coup, en fait, c'est une femme qui adore raconter des histoires, un peu pour sortir de son truc monotone et tout. Et du coup, ouais, le fait d'être amie avec Ava et Swift va lui redonner un petit peu confiance en elle. Et ça se passe très bien. Et en fait, dans le livre, Anna, elle cherche à récupérer la garde de son fils. Et Ava et Swift décident de l'aider, du moins psychologiquement au départ. Et en fait, bon, voilà, les choses ont commencé à se gâter un petit peu au moment où Anna décide de, pendant les moments où elle a son fils avec elle, de le faire rencontrer Ava et Swift. Et le fils adore Ava et Swift, parce que le fils aime pas trop passer du temps avec sa mère, mais il adore Ava et Swift, et du coup, il va vouloir passer plus de temps avec sa mère. Bref, voilà, j'en dis pas plus. C'est vraiment le genre d'histoire que j'adore, parce que évidemment vous l'aurez compris que ça parle d'amitié toxique, hein, notamment. Ça parle aussi, ça parle de maternité, évidemment, ça parle d'alcoolisme, ça parle des rencontres qu'on fait, de la confiance
qu'on a du mal à donner ou qu'on donne trop facilement, des vraies amitiés qu'on néglige au profit d'amitiés qui sont pas forcément là pour notre bien, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de thématiques extrêmement intéressantes et intelligentes. Ça parle de famille recomposée aussi, enfin voilà. Donc ouais, j'ai adoré cette histoire. Franchement, ça aurait été un coup de cœur si la fin n'avait pas été décevante. En fait, la fin, moi j'aime pas le genre de fin où, alors que t'as été dans un récit qui couvre une petite période en fait, qui couvre une très petite période, d'un coup à la fin, hop, t'as des ellipses de plusieurs années, machin, et puis on passe d'un truc à l'autre, etc. J'aime pas du tout ça. Je veux pas savoir, moi j'ai pas envie de savoir directement le destin des personnages. J'ai envie justement de pouvoir m'imaginer je préfère une fin ouverte. Je préfère largement une fin ouverte à ce genre de fin en fait. Moi j'ai besoin que soit la fin c'est une vraie fin mais dans un temps précis, là maintenant c'est la fin du truc au moment de l'action quoi. Soit une fin ouverte mais certainement pas une fin qui me dit alors voilà où sont les personnages 10 ans plus tard et tout. Non, je ne veux pas ça. Ça me gâche le plaisir. Et là, en fait, ça m'a gâché le truc. Parce que moi, j'avais envie d'imaginer la fin que je voulais. Et quand il y a eu ça, j'étais là, ouais, mais non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Parce que, en fait, 10 ans, 20 ans plus tard, si tu veux, c'est foutu. Après, tu vois, tu peux plus te dire, peut-être que, parce que même quand t'as une fin fermée, tu peux imaginer une fin. Quand, mettons, je sais pas, moi... la fin, je dis n'importe quoi, ça finit bien, ils se marient et tout ça, ou non, plutôt l'inverse, ça finit mal, ils sont pas ensemble et tout, alors que t'aurais aimé qu'ils soient ensemble, je dis n'importe quoi, tu peux toujours te dire que, c'est pas grave parce que ils seront peut-être ensemble plus tard, tu vois, peu importe. Mais là, si tu sais déjà le destin de tous les... Parce qu'en plus, tous les personnages, tu connais tout leur destin, en long, en large, en travers et tout, mais c'est quoi l'intérêt ? Moi je veux pas. Je veux pas, ça m'a saoulée, j'ai pas aimé cette fin. J'ai détesté la fin. Voilà. Du coup, j'étais très déçue et je me suis dit merde, putain, c'est dommage parce que franchement l'histoire était géniale et j'ai pas compris ce truc là parce que ça casse le rythme du livre qui est un thriller psychologique finalement. Moi je prends ça comme un thriller psychologique parce que ça monte en tension. Parce qu'au début, tout va bien, pas tout va bien, mais je veux dire, on est dans du contemporain où voilà, on va suivre les personnages avec leur haut, leur bas, etc. Et puis plus ça va, plus on rentre dans un truc un peu de suspense, de trucs insidieux, de problématiques comme ça qui enflent, etc. Puis après il y a un climax et tout ça, machin, et c'est trop bien, la construction est géniale, moi j'ai adoré ça. Et puis tout à coup, bim, il y a cette fin comme ça. Alors finalement, 10 ans après, 20 ans après, il y a ça. En fait, elle fait plein d'ellipses comme ça. Alors 10 ans c'est ça. Et puis 20 ans après c'est ça. Et puis 30 ans après c'est ça. Et puis machin. Mais je m'en fous. J'en ai rien à carrer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Voilà, ça m'a saoulé cette fin. Ah, vraiment, j'ai pas compris. Franchement, le récit aurait pu s'arrêter au temps présent du récit. C'était bon. À la fin, quand il y avait une résolution, quoi, c'était très bien. Même si ça se finissait mal, on s'en fout, peu importe, que ça se finisse bien ou mal, peu importe, mais que ça se finisse au temps réel du récit, pas des années après. Bref, voilà, vous aurez compris que ça m'a saoulé. C'est dommage, hein. Franchement, ça aurait été un coup de cœur sans ça. Hein. Ouais, c'est ça exactement, Odeya. J'ai arrêté de tousser du coup. Me dis pas ça, ça va me donner envie de tousser. Coucou Manon, comment ça va ? Voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite j'ai lu... voilà, du coup je tousse. Une petite BD. C'est Et à la fin il meurt de Loulubi. Bah tiens, c'était toi Karine qui me l'avait
qui me l'avait offerte celle-là. Excellente petite BD qui décrypte les contes en fait. Alors je sais pas pourquoi Lulubi, moi je pensais que ça allait être quand même à la sauce très féministe, alors pas spécialement, un petit peu quand même, mais je veux dire on n'est pas sous l'angle spécialement féministe, on est vraiment juste sous une analyse des contes et de leur signification, de leur histoire aussi. C'était extrêmement intéressant, franchement j'ai adoré en vrai, puisque donc les contes les plus contemporains, on va dire, c'est ceux de Disney, voilà, mais qui sont, vous le savez évidemment, des adaptations de contes ayant existé auparavant. Alors on a les contes de Grimm, des frères Grimm. On a les contes de Perrault que les frères Grimm ont repris en partie aussi, et Perrault lui-même a repris des contes de Basile, qui est un auteur italien. Et puis on a aussi en parallèle Anderson, enfin voilà, et bien sûr, donc ça c'est pour la partie évidemment très occidentalo-centrée, européano-centrée, mais évidemment il y a pas mal de légendes asiatiques, africaines, etc. Bref, et donc du coup voilà, c'est ça qui était génial, c'est de savoir jusqu'où en fait remonter l'histoire de certains contes. Qu'est-ce que potentiellement ça pouvait vouloir dire, comment interpréter telle ou telle chose, etc. Enfin, c'était vraiment extrêmement bien. Bon, le seul truc qui m'a manqué, c'est que au début, on nous dit de télécharger une application parce qu'il va y avoir un peu plus de détails sur l'application en fait en scannant les pages et tout ça. Sauf que moi, l'application, elle ne fonctionnait pas sur mon téléphone. Alors que c'était un téléphone récent. J'étais au bout de ma vie, j'étais là, mais vous foutez de ma gueule, Delcourt. Et en plus, j'ai vu que l'application, elle était très mal notée parce qu'il y a plein de gens chez qui soit ça fonctionne pas, non, même pas, parce que c'est des gens qui, contrairement à moi, ont pu, eux, télécharger l'application. Donc c'est encore pire, ça veut dire que du coup, t'as tous les gens comme moi qui n'ont pas pu donner d'avis, du coup. Mais tous ceux qui ont pu télécharger l'application, la plupart ils ont donné des avis négatifs parce qu'ils disaient que ça marchait pas bien, que ça buguait, voilà. Du coup voilà, j'étais un peu frustrée parce que j'ai pas eu les surplus, les bonus, on va dire. Mais bon, après c'est pas grave parce que honnêtement, voilà, c'est très intéressant parce que évidemment il y a tout l'aspect des contes qui ne sont pas spécialement pour les enfants en réalité, même si disons qu'on associe ça aux enfants parce qu'il y a des morales, etc. Mais il y a des trucs quand même assez trashouilles dedans, et même notamment, je crois que c'est l'auteur italien Basile qui lui mais beaucoup de sexe dans ses contes. Donc du coup t'es là, oui effectivement c'est pas trop pour les enfants, mais voilà, en tout cas j'ai adoré, franchement, très bonne petite BD. Moi j'aurais même aimé que ça aille encore plus loin. C'est au-delà d'une BD qu'il faudrait pour analyser toutes ces histoires. Là, franchement moi je serais prête à lire tout un livre, mais analysé par une personne féministe comme ça, qui du coup, parce qu'elle parle notamment justement du sexisme dans les contes, aussi du racisme, etc. Mais du coup tout un livre sur cette thématique, ça serait extrêmement intéressant, quoi, clairement. Donc voilà, et puis c'est bon, elle raconte ça évidemment comme c'est une dessinatrice un peu comique, on va dire. Voilà, elle raconte ça de façon humoristique, et c'était assez cool. C'est très bien raconté. Voilà. J'en suis où? J'ai lu ensuite La nuit au cœur de Natacha Apana. Et oui, parce que j'ai vu qu'il avait pas mal marché en cette rentrée littéraire. Et du coup, en fait, dans cette histoire, on va suivre déjà l'autrice, qui raconte, parce que c'est quand même autobiographique en grande partie,
mais aussi qui raconte donc sa propre vie, mais qui raconte aussi la vie de 2 autres femmes, et ces 3 femmes ont comme point commun d'avoir subi la violence de leur conjoint, sachant que Natacha est la seule qui a survécu à cette violence. Voilà. Et du coup, donc, elle raconte... Alors, les 2 autres, c'est Emma et Chinese, je crois que c'est ça. Donc, on est sur l'île Maurice, hein, pour la précision. On est sur l'île Maurice. Et ben ouais, c'était assez dur. Alors après, c'est extrêmement bien écrit. Voilà, j'ai vraiment adoré la façon qu'a cette autrice de mêler en fait sa vie à celle de ces 2 autres femmes, comme si elles étaient comme si elles ne faisaient qu'une, hein, presque, hein, voilà, de présenter. En fait, elle commence dans le livre, par présenter les 3 hommes. C'est ça qui est intéressant, parce que elle les présente de façon tout à fait normale, hein, puisque ce sont des monsieur tout le monde, enfin des messieurs tout le monde, qui sont aimés de leur entourage, etc. Enfin voilà, elle les présente de façon très classique, et puis après elle dit, bah voilà, si je mettais ces 3 hommes dans une même pièce, ils se demanderaient ce qu'ils foutent là, parce qu'a priori ils n'ont pas spécialement de points communs, or moi je sais quels points communs ils ont, quoi. Franchement, c'était vraiment très très bien raconté. Rien que de vous en parler, j'en ai un peu des frissons en fait, parce que ben ouais, c'était dur, et c'est vrai que d'être raconté comme ça par une femme qui l'a vécu. Alors en plus les autres en sont mortes, donc j'ai envie de dire c'est pire, mais en vrai il n'y a pas de hiérarchie, il y a pas de hiérarchie dans la souffrance et dans ce qu'elles ont subi, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a été groomée, c'est-à-dire que elle a connu son amoureux, enfin l'homme avec qui elle s'est mise en couple, on va dire, quand elle était adolescente, alors que lui était adulte. Donc il y a ça qui s'ajoute au truc, et donc forcément il y a ça rajoute aussi au pouvoir d'emprise de l'homme, sachant qu'elle était une adolescente, et donc déjà il n'y a pas de consentement possible, d'une part, et d'autre part, oui, adolescente, tu ne te rends pas compte de ce que tu subis en fait. Donc les mots que tu cherchais, monstre, bourreau, ah oui, bourreau c'est mieux que monstre. J'aime pas monstre parce que ça déshumanise en fait, alors que ce sont des êtres humains, hein, pour le coup, mais bourreau, ouais. Oui, complètement, Elsa. C'est vrai que ça fait écho donc au consentement, hein, de Vanessa Springora, hein, qui a aussi été victime de grooming et donc d'abus de la part d'un homme adulte alors qu'elle était adolescente. Mais oui, complètement. Et donc voilà, et les deux histoires des 2 femmes, oh mon Dieu que c'était dur. Surtout, quand tu sais dès le début qu'elles sont mortes, et que à chaque fois quand tu suis, notamment l'histoire de Shiny, je crois que c'est la plus dure à lire, parce que t'as l'espoir, tu sais, à un moment, là, t'as l'espoir qu'elle s'en sorte, alors que tu le sais qu'elle va mourir, c'est ça qui est horrible, et en plus elle meurt, mon Dieu, je ne vous dis rien, mais elle meurt de façon tellement... Alors, il n'y a pas de façon pas horrible de mourir, hein, vous allez me dire, mais là c'était particulièrement sordide, et voilà, c'était... l'histoire de Chinese, ouais, elle est très 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 dure à... très dur à lire, mais voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, et du coup je donne envie de lire encore cette autrice, quoi. Ouais, c'est vrai.
avec les parents. Franchement, mais cette histoire, mon Dieu, oh là 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 là. En fait, tu te dis en plus que ce sont des histoires qui arrivent tellement couramment et c'est tellement triste et révoltant à la fois et mon Dieu. Bref, donc voilà, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup, hein, des histoires d'emprise, des histoires de féminicide, des histoires de relations toxiques comme ça, mais voilà, celui-là, il m'a quand même particulièrement marqué, quoi. Parce que c'est écrit déjà par une victime, et puis de façon pas putassière, et de façon à ce qu'on soit vraiment en immersion, en fait. C'est ça qui est terrible aussi. Tropique de la violence, waouh, déjà rien que le nom. Ah ouais. Et du coup, il faut que je le note, hein. Il faut que je le note. Et c'est vrai que je ne connaissais pas cette autrice. Mais du coup, c'est clair que je vais en lire d'autres, quoi. Parce que c'était trop bien. J'ai vraiment... j'ai vraiment adoré ce récit. Qui était extrêmement triste aussi, hein. Vraiment, voilà. Donc voilà. Et enfin, pour terminer... excusez-moi, un roman que j'ai adoré aussi, alors que tout n'était pas forcément fait pour me plaire, mais voilà, j'ai adoré Notre part féroce de Sophie Pointurier. C'est une recommandation d'Elsa d'ailleurs, même si tu l'avais pas lu, mais t'avais senti, t'avais préchoté que qu'il y avait un truc. Je crois que t'avais commencé à le lire ou tu venais juste de le lire quand j'ai commencé, je sais plus. Mais bon, en tout cas, je l'ai bouffé. Bon, il était pas très très long non plus, hein, il faut dire. Alors là, c'est marrant parce que quand je vois les notes sur Babelio, les gens ont pas... autant le Natacha Apana, il fait l'unanimité, autant celui-là... pas des masses, mais je peux comprendre. Franchement, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Je sais pas pourquoi ça l'a fait. Alors que c'est marrant parce que j'y vois un gros lien avec la nuit chienne. Merde, j'ai oublié le nom de l'autrice que j'avais détesté. Et il y a évidemment un gros lien entre les deux. Mais le sujet est pas traité de la même façon. Et j'ai préféré, j'ai vraiment honnêtement préféré le traitement de... Ouais, il est très étrange, mais je sais pas pourquoi, ça l'a vraiment bien fait. Donc de quoi ça parle ? C'est con parce que je peux pas tout révéler. Voilà. Je peux pas révéler la thématique sous-jacente du truc parce que moi j'ai été étonnée de la découvrir en fait et ah ouais, on part là-dedans. Alors au début je me rappelle que j'étais en mode ça va pas me plaire si on part là-dedans, et en fait bah si. Mais et ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc dans cette histoire en fait la narratrice, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, c'est Anne, voilà. Donc on va suivre Anne, qui est journaliste et qui est très intéressée par les histoires de loups, en fait, et elle veut absolument faire un papier sur les loups, alors notamment le fait qu'il y ait une peur des loups de la part des humains, et que de plus en plus de soucis à préserver le loup, parce que forcément il y a conflit avec notamment des bergers, des agriculteurs, etc., qui se font bouffer les cheptels, quoi. Et ah ouais, c'est vrai, toi t'as... Ouais, putain, moi je pensais pas que ça allait... Je sais pas pourquoi, alors que pourtant, oui, il y a le titre et tout, mais je sais pas pourquoi, j'étais pas du tout partie dans... En fait, quand j'ai lu ce livre, j'avais pas lu le résumé ni rien. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'y suis vraiment allée en mode...
comme as, quoi. Donc du coup, j'étais surprise de tout ce que j'ai découvert dans le livre. Et donc voilà, passionnée par les loups, tout ça. Et un jour, en fait, sa chef, en fait, lui dit bon, on s'en fout des histoires de loups, ça saoule. Je veux que tu écrives un papier sur une histoire. Donc sur une histoire un peu occulte qui va sans doute intéresser les gens. C'est l'histoire c'est une légende urbaine, hein, globalement. C'était l'histoire de la Dame Blanche de Palavas. Bon, moi, c'est là où elle m'a happé dans le truc, en fait. C'est là, putain, mais je connais cette histoire de Dame Blanche de Palavas, je la connais très bien. Quand elle raconte et tout, moi, je connaissais déjà toute l'histoire. J'étais là, bah oui. L'histoire de la Dame Blanche de Palavas, c'est que, en fait, c'était en 1980, c'était juste avant ma naissance, à Palavas, en direction de Montpellier. Alors, en plus... la route de Palavas, je la connais bien. C'était 4 jeunes qui allaient en boîte à Montpellier, hein, et qui en fait à un moment tombent sur une femme qui fait du stop. Alors à l'époque, hein, c'était beaucoup plus courant de faire du stop et de prendre les gens en autostop. Et bon, un peu bizarre, hein, cette femme, tout en blanc comme ça et tout ça, mais ils la prennent quand même. Alors en plus ils ont une 3 portes, donc ils sont obligés de soulever les sièges, toi-même tu sais. La nana, elle s'installe entre les 2 filles qui sont à l'arrière, les 2 mecs qui sont devant, je crois que c'est 2 couples, hein. Et en fait, donc, ils roulent comme ça, et puis tout à coup, la femme, elle crie « Attention au virage !» alors qu'ils arrivent dans un virage un peu dangereux, donc du coup, ils freinent et tout, machin, et puis tout à coup, ils se retournent, en fait, tout le monde pousse les hauts cris, parce que la nana, tout à coup, elle a disparu, quoi. Littéralement. Alors qu'elle peut pas être sortie, puisque je rappelle que c'était une 3 portes, en plus elle était assise entre les 2 nanas et tout. Et voilà, et donc, bon, bah évidemment, tout le monde s'est enflammé à l'époque par rapport à cette histoire, hein. C'est vraiment c'est une vraie histoire, c'est pas ce qui s'est vraiment passé, mais c'est une vraie histoire qui a été racontée dans la presse, etc. Et du coup, qui a fait l'objet, elle en parle aussi dans le livre, d'une émission, d'un épisode de l'émission Mystère, qui passait dans les années 90, et une émission que j'adorais, mais qui me faisait très très flipper. Et cette histoire de Dame Blanche m'a beaucoup fait flipper, surtout que c'était par chez moi. Donc je me souviens justement qu'en plus, à un moment quand j'avais, alors là j'étais ado, mais un peu plus tard, quand j'avais la vingtaine, donc... et que j'allais en boîte à Montpellier, je repensais souvent à cette histoire de Dame Blanche. Et d'ailleurs, il y avait une autre histoire de Dame Blanche pas très loin aussi, sur la route des plages à Saint-Laurent-des-Gousses. Bon, bref, je digresse un peu, hein, pardon, mais du coup, c'est juste parce que voilà, je me sentais un peu concernée par cette histoire. Parce que cette histoire de Dame Blanche, elle a une importance en fait réelle dans l'histoire en fait, hein. C'est pas juste une anecdote. Au début, je m'étais dit, ah bon, bah, il raconte l'anecdote, voilà, elle va faire un papier dessus. Et puis bon, elle veut revenir à ses loups, donc voilà, ça n'aura pas vraiment d'incidence dans l'histoire, mais si, c'est très important dans l'histoire. Du coup, je trouve ça très cool en vrai. Et du coup, voilà, moi qui adore les histoires comme ça, un peu occultes, et surtout, en fait, c'est surtout ce qui est un peu en partie, une partie du sujet du livre, c'est tout l'abattage médiatique qu'il y a derrière, et surtout l'incidence que ça a eu sur les protagonistes, en fait, que les gens, que beaucoup de gens ne croyaient pas, qu'on les traitait. Alors surtout, c'est les filles qui ont le plus pris, sachant que les garçons ont raconté exactement la même histoire, hein, mais c'est les filles qui étaient traitées de menteuses, de sorcières, de machin et tout. Enfin voilà quoi. Et donc ouais, il y a tout un truc comme ça. Là-dessus qui était très intéressant. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire ce papier, Anne se rend dans le sud de la France. Je sais plus où ils sont à la base. Merde, j'ai oublié. Mais bon, en tout cas, elle se rend à la Grande Motte. Voilà, bon, c'était rigolo, du coup, voilà. Parce qu'il elle avait plus de place à Palavas ou un truc comme ça, je sais plus, bref, elle se retrouve à la Grande Motte, et elle y va avec sa fille, qui est une adolescente, avec sa mère, et avec une amie de sa mère qui, accessoirement, est alcoolique, et
on tombe encore dans l'histoire d'alcoolisme. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des histoires de loups. On va retomber dans l'histoire de loups. Donc, il va y avoir dans le coin, dans la région, au moment où elles sont là, il va y avoir une ponette qui va être bouffée par un loup. Et un peu plus tard, alors par contre beaucoup plus loin à Gap, il va y avoir un homme qui va être tué par un loup aussi. Et du coup, on va faire le lien entre toutes ces histoires. Et l'histoire de la Dame Blanche, accessoirement. Mais d'une façon indirecte, on va dire. Et voilà, et j'en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça génial en fait, parce que évidemment, alors c'est tout ça est un gros prétexte, un peu métaphorique aussi, pour parler des relations mère-fille, dans les deux sens en fait, parce qu'il y a sa relation donc de Anne avec sa fille adolescente qui s'appelle Scarlett, et sa relation avec sa propre mère aussi. Donc on va vraiment parler comme ça de relations mère-fille. Parce que oui, la petite précision aussi que je vous ai pas dit, c'est que la mère d'Anne, elle est toujours malade en fait, elle a toujours des problèmes de santé et Anne est toujours en train de s'en occuper. Et du coup, on va comprendre un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et on a l'impression en fait que c'est une relation toxique, mais ça va au-delà de ça. Enfin voilà, j'en dis pas plus, mais du coup voilà, il y a toute une explication à ça. J'ai trouvé ça génial. En vrai, franchement, j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé que l'idée était génialement amenée, et surtout que je sais pas, il y a les thématiques sont très bien travaillées. En fait, c'est ce qui est vraiment bien dans ce livre, c'est que elle arrive à nous pondre des thématiques et à nous expliquer des choses de façon indirecte, avec des métaphores, avec des histoires, c'est trop bien. Elle nous prend pas pour des jambons. Voilà, elle a pas besoin de nous expliquer. Merci. Elle a pas besoin de nous expliquer les choses bêtement. On n'est pas con, on comprend quoi. Et c'est trop bien. Voilà, je veux plus de livres comme ça. Et pourtant, à la base, c'est pas forcément fait pour me plaire en réalité, parce qu'il y a des trucs appel à la nature, on va dire, qui en général me plaisent pas forcément. Mais là, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien amené, que ça faisait sens, que c'était pas moralisateur, que c'était pas que c'était pas moralisateur. Ouais, parce que moi, en général, que j'aime pas dans ces trucs-là, c'est que c'est moralisateur, que c'est un peu parfois un peu pureté militante, ou parfois trop comment dire, je sais pas, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ouais, je sais pas, là il y a un truc qui a fait que j'ai aimé. Alors oui, bien sûr, oui, il y a ce truc d'appel à la nature et tout qui est très fort, hein, mais qui m'a moins gênée, parce que c'est pas que ça, le livre n'est pas que ça. Ça ne repose pas, et puis il y a moins cette dimension de féminin sacré, machin là, qu'il y a pu y avoir dans La Nuit Chienne ou dans d'autres romans un peu du même genre. Je sais pas, je trouvais ça plus subtil, et ouais, moins moralisateur. Ouais, vraiment, clairement, plus moderne, plus je sais pas, voilà, bref, mais j'ai adoré. En fait, ouais, peut-être que c'est un coup de cœur finalement quand j'y pense, parce que j'ai bouffé, et parce que quand j'y pense maintenant, je me dis putain, c'est vrai que je me suis régalée en lisant quoi. Je me suis régalée. Il y a eu plein de trucs qui m'ont qui ont fait mouche sur moi quoi, voilà, et même la thématique qui n'aurait pas dû me plaire, m'a plu quand même. C'est un truc de fou. Parce qu'elle a trop bien raconté, parce qu'elle a fait des choses vraiment très très bien, voilà.
Voilà, c'est ça, Elsa, complètement. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que, en fait, ce truc de nature, il est pas, il prend pas la place prend pas le pas sur les autres sujets, et c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Ça explique juste certaines choses, et voilà. Enfin, moi, je trouvais l'idée très bien d'ailleurs. Hein, voilà, je veux pas, encore une fois, je peux pas trop rentrer dans les détails. Mais ouais, non, on n'est pas parti effectivement du côté féminin sacré, et ça m'a plu. Voilà, je trouvais ça trop bien, franchement. Et ouais, du coup, pareil, il faut que je suive cette autrice, Sophie Pointurier, excellente autrice. D'ailleurs, tiens, voilà, je regarde sa bio, du coup, j'avais même pas vu sa bio. Universitaire et interprète en langue des signes, enseignante-chercheuse en traductologie, spécialisée en interprétation en langue des signes. Elle dirige le master d'interprétation en langue des signes française de l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs. Donc, son premier roman, c'est La femme périphérique. J'aime bien le mot femme à chaque fois, parce qu'après le deuxième, pas dans celui-là, mais le deuxième, c'est Femme portant un fusil. C'est vrai que celui-là, j'en avais pas mal entendu parler, mais ouais, Femme portant un fusil, je pense qu'il faudrait que je le lise. Voilà. Ah, et c'est elle qui a fait le déni lesbien aussi. Le déni lesbien, celle que la société met à la marge. Parce qu'il y avait le génie lesbien, ça c'était Alice Coffin. Et du coup, après, elle a repris justement ce titre-là pour faire le déni lesbien. Mais lui, il fait partie des 10 essais féministes favoris de la rentrée littéraire de la rédaction des Inrocks. Ok. Ouais, ben franchement, excellente autrice. Voilà, j'ai envie de dire bravo. Ah, elle en avait parlé. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que ça me parlait. Attends, Femme portant un fusil. Alors ouais, bah du coup... Ok. Ben... Ouais, quoique je suis pas sûre que j'étais là, parce que sinon, justement, je l'aurais rajouté à ma wishlist, je pense. Et là, c'est pas le cas. Je sais pas. J'en avais peut-être entendu parler par ailleurs, mais... Bon, ben voilà. Voilà. On lira, donc je lirai, il faudra que je relise Sophie Pointurier et Natacha Apana, hein, c'est mon but. Et donc voilà, du coup, pour ce bilan lecture, et mes lectures en cours. Alors bon, il n'y en a que 2 là, actuellement. Oui, d'habitude, j'en ai au moins 3 ou 4, mais là, j'en ai que 2. Donc en audio... J'ai commencé Anatomie de Dana Schwartz. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est du young adulte, un peu époque victorienne. Ça parle d'une jeune fille qui veut devenir chirurgienne, mais évidemment, son destin, c'est plutôt de faire un beau mariage, parce que c'est une jeune fille un peu de la haute société. Mais elle veut devenir chirurgienne. Et pour l'instant, c'est pas mal. Alors je sais qu'il va y avoir une romance dedans, c'est ce qui m'inquiète un peu. J'espère que ça va être bien fait. Et l'autre que je suis en train de lire, par contre, je suis moins enjaillée. Bon, j'étais partie sur une lecture après avoir lu, justement, j'avais sur ma liseuse, j'avais fini notre Parfait Ross là. Et du coup, j'ai voulu partir sur un truc un peu léger. J'étais malade en plus. Comme j'étais malade, je voulais vraiment faire une lecture légère. Donc, je suis partie sur un livre dont vous êtes le héros, là, Urbex Mortel, de Betty Piccioli. Je trouve ça un peu nulos pour l'instant, franchement. Ouais, c'est des ados qui vont visiter une maison hantée. Et en fait, on est à la place du fantôme. En fait, nous, on joue le fantôme. Il y a une jeune fille qui s'est fait assassiner 20 ans plus tôt. Et qui du coup est un fantôme du manoir, et il y a des adolescents qui viennent, mais bon, pour l'instant voilà. Donc on verra bien. Mais par contre là, alors c'est con, parce que je voulais commencer Model Home, c'était ma lecture papier des transports. Je voulais commencer là cette semaine en allant au boulot, mais comme j'étais malade, je suis pas allée au boulot. Et du coup, j'ai pas commencé Model Home, et je commencerai pas demain non plus. Normalement, le vendredi, je suis en présentiel aussi, mais pareil, je vais rester en télétravail.
Donc ben je le commencerai la semaine prochaine, hein, ça tant pis, mais putain celui-là je voulais le lire avec impatience et à chaque fois il est repoussé. Bon cela dit on n'est pas à l'abri que je laisse tomber le Betty Piccioli pour partir sur le River Solomon, hein, ce sera pas le même niveau. Dans le genre, j'aime bien parce que c'est 2 histoires de maisons hantées, je pense que littérairement parlant on va pas être sur la même qualité. Voilà, bon, c'est pas le même délire. Ouais, tant mieux en même temps, hein. Comme ça, ouais, je vais grimper de quelques crans dans la qualité du truc. Bref, voilà en tout cas pour mes lectures en cours. Et ben du coup, on va se retrouver je ne sais pas quand, les amis de YouTube. Parce que comme je n'ai plus de planning maintenant, c'est au petit bonheur la chance. Donc vous aurez... Alors peut-être ça sera... potentiellement, je pense que ça sera un tag du mois. Vu qu'on est au début de mois. Hein, tag du mois de septembre. En plus, bon là j'ai un petit peu de matière. Donc... bon, vous allez me dire là... après le bilan lecture, bon, c'est vrai que le tag du mois, il va être pas très... Il n'y aura pas trop de suspense, mais bon. Parce que globalement, ce bilan de lecture, c'est presque un bilan lecture du mois de septembre, hein, donc oui, ça va pas être... mais bon. Bref, vous verrez ça en tout cas. Sur ce, je vous laisse YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous me conseillez d'autres livres de certains auteurs, hein, par exemple. Et voilà, et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Ciao.